Chers amis, je suis moultement gêné devant vous. J'ai peur de vous décevoir. En guise de prolégomène, j'aimerais vous dire que ma vie a complètement changé le jour où je me suis aperçu que dans le mot chien, il y avait le mot niche. Je me suis aperçu relativement jeune. J'avais le cœur en culotte courte. Et puis plus tard, et là je vous donne une piste sur le sujet que nous allons aborder, le savoir transversal, c'est que curieusement, en langue française, nombre d'animaux de compagnie ont CH dans leur nom. Le cheval, la vache, la chèvre, le chien, le chat, et ainsi de suite. C'est curieux. C'est une piste que je vous donne à explorer. Chers amis, je vais vous dire également que la poésie est l'axe principal de nos vies et un monde veuf de ces poètes est un monde dramatiquement infirme, est un monde inconcevable, est un monde sinistré. Mais nous pourrons revenir plus tard sur le concept de la poésie. Et avant d'avoir recours aux formules d'usage, il me fait joie de vous citer Albert Camus. J'ai eu rencontré Albert Camus il y a longtemps et je voue à Albert Camus une admiration sans borne. Alors, Albert Camus écrit « Quand le meurtrier et la victime auront disparu, la communauté se fera sans eux. » Je crois que cette formule tombe d'équerre dans un monde meurtri, dans un monde en souffrance, avec les événements que vous savez. Alors, avant d'aller plus loin, je dois vous dire que j'étais moultement heureux, je te remercie. Je te remercie également, je vous remercie, c'est vraiment très chaleureux, je suis très gêné. Bon, la médecine a été oubliée totalement. Pour moi, la médecine est très importante. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Je tiens à vous rappeler quand même que parmi les écrivains, les poètes médecins, nous avons eu, outre Céline, Aragon, André Breton, le pape du surréalisme, Victor Ségalen, Victor, c'est très important, Victor Ségalen Stel, et bien d'autres. Mais je laisserai en marge la médecine maintenant, et rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de médecine, encore que tout à l'heure, nous reviendrons sur un point médical, et à ce titre, je suis très heureux de voir parmi nous un grand bistouri, écrivain, le docteur Yves Sirotto, qui nous a fait l'honneur de s'associer à ce moment de partage. Alors, Yves Sirotto a consacré nombre de livres, dont l'un en particulier, mais j'aimerais plutôt te laisser la parole. À 2 minutes. Je sais pas. Merci beaucoup. C'est pas très facile.
parce que les livres, j'ai commencé à les écrire quand j'avais 12 ans, et puis, étant en activité, j'écrivais la nuit, et dans la journée, je passais mon temps à opérer, à faire mon métier. Et je n'ai commencé vraiment à m'occuper de la littérature qu'à partir du moment où je suis arrivé à l'âge de la retraite, comme tout le monde. Et j'ai passé à ce moment-là plus de temps à écrire, évidemment, qu'à faire autre chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la chance de te rencontrer en particulier et que est née presque spontanément, naturellement, une amitié comme ça, alors que nous étions tous les deux l'un à côté de l'autre dans une séance d'écriture. J'ai vu ce monsieur assis à côté de moi à gauche. Je l'ai trouvé chevelu, un peu chevelu. Nous avons commencé à discuter ensemble. Et puis, curieusement, il y a une espèce de courant qui est passé et nous sommes devenus amis. Voilà, en gros, très gros. Et je te remercie beaucoup de m'avoir fait connaître le Club des Poètes, que je ne connaissais pas du tout. Oui. Ne pas confondre le droit d'Ernest et le doigt d'Ernest. Bon, car le Club des Poètes se trouve au 30 de la rue de Bourgogne, et le Club des Poètes, petit codicile, a été fondé par Jean-Pierre René, est tenu par l'épouse de Jean-Pierre René, Marcel, qui est la sœur de Moustaki, et plus particulièrement actuellement le fils qui s'appelle Blaise. Bref, alors maintenant, si tu permets, je vais peut-être dire quelques mots. La permission est accordée. De toute façon, tu vas faire ce que tu as envie de faire, donc fais-le. Alors revenons rue Monsieur le Prince. Donc il me faut vous remercier à toutes et à tous d'avoir entrepris cette démarche aujourd'hui. Il fait beau, nous sommes en fin de semaine, nous nous ouvrons vers un grand week-end. Et c'est merveilleux de votre part. Je suis très touché, très ému d'être venu ici pour écouter ce que j'allais vous dire, et vous êtes les premiers à qui je m'adresse sur un nouveau concept. Ce sont des notes, c'est un pense-bête écrit hier soir. Je suis témoin. Je n'ai pas préparé de conférence, ce n'est pas intellectualiste, ce n'est pas intellectuel, mais je ne sais pas par quel bout prendre le concept nouveau que j'ai créé, mais j'espère que j'aurai des adeptes et que plus tard, on parlera vraiment du savoir transversal. Alors peut-être pour être plus clair, j'ai voulu dans un premier temps faire un dessin tout à fait bébé. Alors c'est très difficile de tenir un micro et en même temps. Bon, surtout il y a une formule clé. Pensez la société protectrice des animaux. La SPA, c'est très important. Et nous sommes régis dans une société, mais c'est incontournable. Ce que je vous dis n'est pas de la protestation, n'est pas du mauvais esprit, n'est pas de la contestation. C'est que depuis la nuit des temps, nous évoluons dans un savoir vertical. Et ce que je propose aujourd'hui, c'est un savoir transversal. Le savoir vertical, que l'on ait ce certificat d'études, un bac, une licence, un doctorat
ou que l'on appartienne à une grande école. Nous sommes tous régis vers ce besoin que nous a inculqué depuis notre plus jeune âge de grimper au cocotier pour aller toujours plus haut, toujours plus vite. Voilà. Mais tout cela se passe à la verticale. Or, la SPA, nous sommes tous et toutes régis par cette formule, la Société protectrice des animaux, le savoir, le pouvoir et l'avoir. Or ça, point de salut. Tout repose là-dessus. Mais attention, tout ne repose pas là-dessus depuis aujourd'hui. Tout repose là-dessus depuis la nuit des temps. C'est notre bagage primordial. Alors, je vais poursuivre. Alors, évidemment, mes remerciements les plus scintillants, les plus pétillants s'adressent à la Société des poètes français et plus particulièrement à Jean-Charles Dorge, qui est un prêtre laïque, qui est la poutre maîtresse du lieu où nous sommes, et Michel Bénard, le révérend père Michel Bénard, qui est un homme adorable avec un talent merveilleux. Nous ne nous lassons de lire ces poèmes. Et puis, bien évidemment, Eliane Hurtado, dont il est question dans le livre sur les chats. Car on vous a dit que j'avais créé l'Académie du rat, mais j'ai écrit sur les chats. On a le droit d'avoir le sens du rachat. Bon. Pardon, c'est très mauvais, mais... Alors, donc, c'est très important parce que vous êtes les premiers amis à qui je m'adresse pour lancer ce concept. J'ai déjà un éditeur chez qui je vais éditer un livre. Je lui donnais l'idée, le savoir transversal, et il m'a dit, Michel, j'attends ton manuscrit. Je lui dis simplement quelques mots sur ma conception du savoir transversal. Alors, pour mieux intercepter le sens de l'idée que j'entends vous donner à partager, il me faut vous rappeler que nous sommes tous, sans exception, sans distinction, enchâssés, vrillés, soudés, coagulés dans la géographie essentiellement verbale du savoir. Personne n'échappe à ces strates. Voilà. Donc nous sommes, pour être encore plus imagé, nous sommes dans une société d'examen. Nous sommes dans une société de concours, dans une société de rivalité. On nous a appris depuis notre plus jeune âge à grimper au cocotier. Oui, depuis notre plus jeune âge, on nous a appris à être le meilleur partout, ou du moins mieux que son voisin. On nous a appris à grimper au cocotier. Et on nous a dit qu'il fallait réussir dans la vie. On ne nous a jamais dit, lorsque nous avions le cœur en culotte courte,
pour les garçons qu'il fallait réussir sa vie. On les a dit qu'il fallait réussir dans la vie. Même notre vie sociale la plus basique est polluée par cette conception unique du savoir vertical. Et à ce titre, je dois rappeler, vous en êtes certainement les témoins, que les repas de famille sont épouvantables pour les enfants, pauvres enfants. Les repas de famille, quelle horreur pour les enfants, quelle horreur pour les adolescents. Car les petits soldats au service du savoir vertical, et uniquement du savoir vertical, se mettent à bêtifier autour de la table en disant « Tu travailles bien en classe, petit, tu travailles bien, tu fais bien tes devoirs. » Ou alors il y a toujours une personne à table, un membre de la famille généralement, qui dit oui, il va entrer en 6e, ou oui, il a eu 15 en maths. Voilà. C'est vraiment une horreur. Et je dois dire que non seulement c'est une horreur, mais c'est vexatoire pour l'enfant que l'on présente un peu comme un animal de cirque, n'est-ce pas? Et évidemment, l'enfant, il a envie de tout, sauf d'écouter ce qu'on lui dit, bien évidemment. Parfois, on arrive même jusqu'à brandir le spectre de la punition. Alors que lui dit-on? Tu sais, si tu ne travailles pas bien en classe, si tu passes pas ton bac, tant pis pour toi, tu seras éboueur, tu seras laveur de vitres, tout ça. Voilà. Voilà l'un des aspects du savoir vertical. Un aspect assurément pollué. On ne demande jamais à un enfant s'il préfère les coquelicots ou les marguerites. On ne demande jamais à un enfant s'il a déjà tutoyé des tourterelles. On ne demande jamais à un enfant comment il trouve les nuages ou le vent, la couleur du vent. Non, 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 non. C'est pas dans la géographie verticale du savoir vertical tel que j'en parle quelques minutes pour nous en évader et pour arriver vivement, bien évidemment, au savoir vertical. Donc nous sommes tous vrillés, attelés au savoir vertical. Dans tous les domaines, strictement tous les domaines, vous l'avez compris, nous sommes dans une société d'examen. Il faut grimper à l'échelle. Il faut absolument grimper à l'échelle, le plus haut possible, dans quelque discipline que ce soit, mais ce qu'il faut, c'est réussir le diplôme, l'examen de passage. Mais vous savez, rassurez-vous, même en haut du cocotier, il manquera toujours un barreau à l'échelle pour que l'homme puisse poser sa main sur l'ultime.
c'est l'une des redoutables angoisses de la culture verticale. D'une façon visuelle, nous devons comparer l'orchestre du monde, c'est du moins la façon dont je le compare, à un gigantesque jeu d'orgue. Des orgues, voyez-vous, verticales. Des tuyaux de dimensions différentes qui émettent des sons différents, des symphonies différentes, en fonction du lieu où nous nous trouvons, en fonction du contexte politique, économique, social d'une époque. Le jeu d'orgue, toujours à la verticale. Pour faire encore une autre image, je dirais que le savoir vertical dont je vous ai parlé, imaginez qu'il s'agit d'une colonne en marbre. En marbre ou en pâte à modeler. En marbre ou en bois, mais d'une colonne toujours verticale, qu'importe le matériau. La colonne peut changer de forme, de profil, mais elle restera toujours la colonne. Autrement dit, la colonne verticale est intangible. Nous sommes tous attelés au timon de cette colonne verticale. Mais à propos de la SPA, on pourrait inverser les pôles si l'homme était meilleur. Alors, SPA, savoir, pouvoir, avoir. Ouais, le monde vertical. Et notre société, la société de tous les temps, repose sur ce trépied. Mais en inversant les pôles, ça pourrait nous donner sagesse, partage et amour. SPA également. Je suis très heureux parce qu'ici, j'ai l'un de mes anciens élèves qui m'a fait l'honneur d'être présent. Tu peux te lever. Tu peux te lever. Je vais te lever quand même, voilà. Ouais. Et lorsque j'ai eu préparé des personnes aussi à de grands concours. Et je leur disais, si vous êtes en hypoglycémie un matin, et si vous devez aller à un oral, et que vous tombez sur un examinateur psychorigide, récalcitrant, et qui vous pose, par exemple, pour entrer à l'ENA ou à Sciences Po, comme question, voilà monsieur, voilà madame, voilà 3 philosophes, Aristote, Platon, Socrate. Dites-moi, qui a formé qui? Qui était le maître de qui? Pensez à la SPA. Socrate était le maître de Platon et Platon le maître d'Aristote. Voyez-vous, la SPA, vous savez, la SPA, nous la retrouvons très très souvent. Alors évidemment, ce que je vous dis a un côté drôlatique, peut-être, mais ça correspond à une réalité. Et pour Sully Prudhomme, poète injustement oublié,
et qui était l'un des fondateurs de la Société des poètes français, eh bien, pour Sully Prudhomme, être homme est un ingrat honneur. C'est ce qu'écrivait Sully Prudhomme. Il écrit des choses superbes. Vous savez, Sully Prudhomme était le premier prix Nobel en 1901, lorsque la mise en pratique des données testamentaires d'Alfred Nobel, qui avait déserté la planète en 1896, la même année que Verlaine, lorsque Sully Prudhomme a reçu le prix Nobel, c'était vraiment, vraiment la poésie incarnée pour toute une génération, pour des générations et des générations. Et puis, les courants de sensibilité se sont décalés. Et nous sommes passés au dadaïsme, nous sommes passés au surréalisme, nous sommes passés à autre chose. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut délaisser la poésie de Sully Prudhomme, bien au contraire. Mais revenons-en au grand galop, aux propos qui nous concernent. Alors, je vais vous précipiter directement dans le savoir transversal. Alors, que représente au moins le savoir transversal en 2 mots? C'est un savoir de la marge. Et notre président vous a dit que j'ai porté haut le sens de la marge. Oui, c'est vrai Jean-Charles, parce que pour moi, c'est la marge qui fait la page. Et le savoir transversal, c'est précisément le savoir de la marge, de cette marge. Mais de cette marge qui n'est pas hiérarchisée, de cette marge qui n'est pas codifiée, de cette marge qui est aléatoire, mouvante, incertaine, de cette marge que l'on ne récompense pas. Alors je voudrais vous donner donc tout de suite un exemple, comme je viens de vous le promettre, vous entraîner directement vers ce que j'appelle le savoir transversal. Je vous ai parlé d'Alfred Nobel à propos de Sully Prudhomme. Alors si je vous dis Alfred Nobel était suédois, okay. Si je vous dis Alfred Nobel était l'inventeur de la dynamite, si je vous dis Alfred Nobel était un homme éminemment cultivé, était un polyglotte qui parlait le suédois, le latin, le français, l'anglais, l'italien, l'allemand, le russe, couramment. Contrairement à ce que l'on croit ou ce que l'on ne sait pas, c'était un homme tout à fait hors norme. Et il était richissime, car c'était un marchand d'armes, entre autres. Donc Alfred Nobel oblige. La dynamite, c'est vrai, et puis le commerce des armes. Et Alfred Nobel, alors tout ce que je viens de vous dire appartient au savoir vertical. Tout le monde peut savoir ça. Tout le monde peut vous dire ce que je viens de vous dire. Il n'y a strictement aucune originalité.
C'est le propre du savoir vertical. Il n'y a aucune originalité. Mais là où les choses deviennent intéressantes, et c'est là où nous nous dirigeons vers le savoir transversal. Alfred Nobel, qui vieillissait benoîtement, était venu habiter à Paris. Et il décide de passer une petite annonce dans un journal viennois. Et je vous lis cette annonce. Alors, tout ce que je vais vous dire est vrai et certifié. Je vous parle d'Alfred Nobel. J'étais à Stockholm, j'ai farfouillé dans les archives de l'Académie suédoise. Bon. Alors, Alfred Nobel passe une annonce rédigée ainsi. Monsieur d'un certain âge, riche, cultivé, habitant Paris, désire trouver dame d'âge mûr également, parlant plusieurs langues, pour emploi de secrétaire et de gouvernante. Le texte même d'Alfred Nobel, inséré dans un périodique viennois. Bon, et c'est là où nous allons entrer dans un monde transversal. Qui répond? Une certaine dame, Bertha Kinski, qui deviendra plus tard Bertha von Suttner. Et Bertha Kinski est engagée. C'est une femme cultivée, elle est polyglotte, elle est distinguée, et Bertha vient au service d'Alfred Nobel. Alfred Nobel avait déjà rédigé son testament au profit d'un certain nombre de disciplines. La physiologie, la médecine, la physique, la littérature, mais pas la paix, pas la paix. Et Bertha von Suttner militait ardemment dans un mouvement pacifiste viennois, et Alfred Nobel, par admiration pour Bertha, qui est devenue son égérie, a modifié ce testament. Et pour Bertha, il a inclus la clause de la paix. Ce que je vous dis là, vous ne lirez jamais dans aucun livre. On ne vous l'enseignera jamais dans aucune école, dans aucune université, dans aucune grande école. C'est ce qu'ils appellent le savoir transversal. Alors bien évidemment, ce que je vous dis là ne vous donnera pas de bons points, ne vous accordera strictement aucune promotion, certes. Mais c'est une réalité que le savoir transversal est peut-être un détail, mais pour moi, le détail est la partie la plus importante de l'essentiel. Et voilà comment est né le prix Nobel de la paix. Alors on s'aperçoit que derrière la forte carrure d'Alfred Nobel, dont on parle chaque année, quand un homme ou une femme reçoit le prix Nobel de la paix, se profile d'une façon un peu falote une dame dont on ne parle jamais, qui s'appelle Bertha von Suttner.
Et Bertha von Suttner, après la mort d'Alfred Nobel, a publié en 1901, mais en Autriche, un livre intitulé « À bas les Serbes ». Et en 1905, Bertha von Suttner reçoit le prix Nobel de la paix. Et si vous consultez vos dictionnaires, vous voyez, prix Nobel de la paix, Bertha von Suttner, vous ne connaissez pas, autrichien non plus. Bon, voilà, et on passe. Voyez-vous, c'est ce que j'appelle le savoir transversal. C'est la face cachée des choses. Et le savoir transversal, c'est rechercher le possible derrière l'impossible et l'impossible derrière le possible. Alors, j'aimerais encore, sur ce chemin de savoir transversal, vous parler maintenant de médecine. Un très peu de médecine. Pencher, plus particulièrement, sur certaines pathologies. Et notamment la peste. Alors, si je vous parle de la peste, de la pandémie de la peste, vous connaissez. Si je vous dis que la peste a commis des désastres effroyables sous l'Antiquité, et en Europe, en 1720, que la peste a ravagé une partie de l'Europe. Il y a eu plus de 100 000 victimes du bacille pesteux. Alors tout ça, nous sommes encore dans le savoir vertical. Et ce que je viens de vous dire sur la peste, bon, je n'avais pas besoin de vous le dire. Vous le savez, vous ne le savez pas. Mais si vous ne le savez pas, vous pouvez l'apprendre en tapant sur Internet ou en consultant un dictionnaire. Bon. Bref. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que en 1894, Alexandre Yersin, médecin suisse, a découvert à Hong Kong le bacille pesteux. Nous sommes encore là dans le savoir vertical. Vous le savez, vous pourriez le savoir. La première thérapie, ça a été les sulfamides. Tu es d'accord? Ça a été les sulfamides. Et il a fallu attendre la fin de la dernière guerre, les antibiotiques, pour vaincre définitivement le bacille pesteux. Alors tout ce que je vous dis là encore, nous sommes dans le savoir vertical. Mais là où nous allons changer de direction et là où nous allons nous diriger vers le savoir transversal, c'est que en Russie, dans la vieille Russie tsariste, lorsqu'il y avait des épidémies de peste, on s'était aperçu que les palefreniers n'étaient pas touchés par le mal. Curieux. Le mal, vous vous souvenez du poème de La Fontaine, un mal qui répand la terreur, mal que le ciel dans sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste puisqu'il faut l'appeler par son nom,
capable d'enrichir. Un jour, la Caron faisait aux animaux la guerre, etc., etc. Et j'en passe. Donc, on s'était aperçu que les palefreniers n'étaient pas touchés par la peste. Et les couvertures de palefreniers se vendaient à prix d'or. Et avant 1894, avant que ne découvre à Hong Kong Alexandre Yersin le bacille pesteux, dans les grandes familles, en Russie, lorsqu'il y avait une épidémie de peste, on vivait à cheval. On ne savait pas pourquoi, mais on vivait à cheval. On dormait à cheval, on sexualisait ses rapports à cheval. Tout se passait à cheval. Et les personnes n'étaient pas contaminées. Alors, ce que je vous dis est empirique, c'est un constat empirique. Mais il n'y a rien de scientifique dans ce que je vous dis. Mais c'est comme ça. C'est le savoir transversal. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tous les mammifères terrestres ont des puces, sauf le cheval. Le cheval n'a pas de puce. Et lorsqu'il y avait un ratus ratus, ou un ratus norvegicus, un rat gris ou un rat noir, qui était porteur du bacille pesteux, et que ces puces sautaient sur un autre mammifère ou sur un homme, parce que la puce du rat et celle de l'homme sont des puces polyvalentes. Alors là, je vous renvoie à Albert Camus. Vous avez lu La Peste. Et lorsque le docteur Yeux pénètre dans le corridor de sa maison, il voit un rat sanguinolent et titubant. Il voit que la peste est aux portes de la ville, car les rats sont les premiers touchés. Le rat, on dit toujours que le rat est le commis voyageur, mais non, du tout. C'est la puce, parce que la puce, elle est frileuse, et la puce, elle est boulimique. Et lorsqu'un mammifère est touché par la peste et va au paradis des muridés, eh bien la puce reste le plus longtemps possible sur le corps de l'animal tant qu'il est encore chaud, fonctionne un peu plus de sang qu'il n'en faut, et la puce saute sur le premier homme ou sur le premier animal qui passe, et c'est en déglutinant que la puce inocule le bacille pesteux. Je parle principalement de la peste bubonique. Bon. Alors, ça vous semble curieux, parce que nous parlons du cheval, nous parlons de la puce, etc. Mais voilà, c'est pour vous montrer que quand il y avait des épidémies de peste, d'Alzheimer aussi de risque, on avait posé ce constat que lorsque l'on était à cheval, lorsque l'on était à cheval, on n'était pas touché par le mal. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un effet de diffraction, de réfraction entre la puce et le cheval. C'est-à-dire que la puce ne saute pas son cheval. La puce peut s'approcher du cheval par le biais d'un commis voyageur, d'un autre rongeur, par exemple.
mais la puce ne saute pas sur le cheval. Donc ça, c'est une connaissance tout à fait empirique, c'est pas scientifique, mais c'est une question d'ondes, les ondes. Voyez-vous, nous sommes tous des gens de résistance, ici Radio Londe. Bon, alors, ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons là un bel exemple de savoir transversal. Est-ce que je viens de vous dire sur la puce, vous me le lirez dans aucun ouvrage, et on ne vous l'enseignera pas à la fac de médecine. Certainement pas. Alors voilà un petit détail, le petit détail de l'histoire, c'est le marchepied de la grande histoire. Mais je ne veux pas vous laisser sur votre faim, je tiens à vous raconter une autre histoire. Alors là, une histoire toute proche qui s'est déroulée à quelques encablures de là où nous sommes. Il s'est déroulé au rue Racine. Et nous sommes tout à fait dans le sujet géopolitique de notre temps. Le 25 mai 1926, vers 14h15, un homme bien mis sort d'un restaurant, le Bouillon Chartier, qui est à 2 pas ici, le Bouillon Chartier. Et à ce moment-là, un autre homme en blouse blanche s'approche de lui dit quelques mots à l'oreille, sort un revolver, tire dessus. L'homme qui sortait du restaurant s'écroule. L'homme en blouse blanche vide son chargeur sur l'homme qui était au sol. Un gardien de la paix se trouve en faction boulevard Saint-Michel, plus proche. Tout le monde s'affole, tout le monde s'accourt, car nous ne sommes pas dans un quartier de restatoire notoire. Le gardien de la paix arrive, désarme l'agresseur, qui ne résiste pas, et on le conduit au commissariat de l'Audience. Oh. Nous pourrions nous en tenir là. Voilà un fait divers. Un fait divers d'une banalité sidérale. Un fait divers. Seulement, l'affaire que je vous raconte, qui s'est passée à l'époque, est l'affaire la plus importante qui a été occultée du XXe siècle, ou du moins de la Troisième République. Je dis bien l'affaire la plus importante. L'affaire la plus importante dans ce domaine n'était pas l'affaire Stavisky en 1934. Non, ça c'était un détail de l'histoire. Mais l'affaire dont je vous parle était infiniment beaucoup plus importante. Lorsqu'au commissariat de l'Odéon, on demande à l'homme pourquoi il a commis cet acte, il répond ceci: j'ai abattu Péclura. Qui était Péclura? C'était le président du directoire d'Ukraine.
C'était le président de la République d'Ukraine, Petro. Il répond parce que Petro est un génocidaire. Petro a conduit des pogroms en Ukraine. Et j'ai vu mes parents qui ont été victimes de ces pogroms. Car l'agresseur était également ukrainien. Le nom de l'agresseur, Schwarzbart. Rien à voir avec l'écrivain, mais c'est un homonyme, Schwarzbart. On met Schwarzbart à la prison de la santé. Alors, tout ce que je vous raconte peut encore s'inscrire dans la colonne des savoirs verticales. Mais on va basculer bientôt vers le transversal. Alors on met Schwarzbart en prison. Petro est inhumé au cimetière Montparnasse, pas loin d'ici. À l'occasion, allez voir la sépulture de Petro, mort le 25 mai 1926. Et Schwarzbart va en prison. Il a comme avocat un ténor du barreau de l'époque qui s'appelle Henri Torres. Non pas Torres, mais Torres. Henri Torres. Il a Albert Einstein, Joseph Kessel, Anna Noailles, le professeur Langevin prennent fait et cause pour Schwarzbart. Et Schwarzbart est libéré. Il y a crime de sang. Rue Racine. Schwarzbart est libéré. Il se trouve, au fil de mes recherches, que l'étude d'opposition sur cette affaire de toutes les archives de police et des archives du Quai d'Orsay. Et des archives familiales également, car j'ai conduit des recherches jusque dans la famille de l'assassin de Schwarzbart. Donc, on libère Schwarzbart. On parle de cette affaire dans le monde entier, aux États-Unis, en Russie, en Ukraine, prioritairement. On en parle partout. Et si vous prenez vos dictionnaires, vous verrez, au nom de Petro, on dit que Petro était le président du directoire d'Ukraine au début du XXe siècle. Mais selon les dictionnaires, on vous raconte l'histoire autrement. On vous dit Petro a été assassiné par un anarchiste juif, Schwarzbart, première version. Deuxième version, Petro était un génocidaire et il a été assassiné par Schwarzbart qui a vengé son peuple. Donc, évidemment, tout dépend de l'obédience à laquelle on appartient, mais deux versions différentes pour le même fait. Et alors, là où tout devient très intéressant, c'est parce que
on a libéré Schwarzbach. Et Schwarzbach a quitté la France, est allé dans divers pays. Je l'ai retrouvé en 1938 au Cap, où il avait été décalqué par les services qui étaient l'ancêtre du KGB, etc. Bon. Et cette affaire a été complètement étouffée. Alors les faits en eux-mêmes, évidemment, vous pouvez les contrôler dans vos dictionnaires, sur Internet maintenant. Mais pourquoi les faits ont-ils été complètement occultés, alors que c'était la plus grosse affaire pour moi du XXe siècle et surtout de la Troisième République? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la Troisième République ne voulait pas avoir une seconde affaire Dreyfus. Tout simplement. Et ça, c'est ce que j'appelle le savoir transversal. Parce que la raison, on ne vous la donnera jamais, vous ne la lirez jamais. Donc, voyez-vous, je vous engage, les unes et les autres, et les uns, à, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rechercher le possible derrière l'impossible et rechercher l'impossible derrière le possible. C'est en détricotant l'ouvrage avec des aiguilles autres on détricote les mots, les mailles des mots avec des aiguilles autres et on trouve des choses. Et alors, et nous en arrivons donc à cette idée du savoir transversal. Quiconque peut s'adonner à cela. Nous sommes dans une société où il n'y a pas d'incompatibilité, comme on disait en médecine autrefois. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore le cas. On peut avoir la vérole et la bureau de tabac. Eh bien, je dois vous dire que tout est merveilleux. Il n'y a pas de problème. Tout est merveilleux lorsque l'on sait s'appesantir sur un sujet en posant le verre grossissant. Inutile d'être diplômé d'une grande école, inutile d'être en possession de diplômes assez lourds, inutile. Un ouvrier agricole, comme un énarque, peut trouver la même chose, peut appartenir à la même sphère. Cette sphère, c'est celle du savoir transversal. Ah, évidemment, dans le savoir vertical, il faut faire ses preuves. On grimpe au cocotier, il y a des examens, des diplômes, des concours. Mais le savoir transversal, c'est la porte ouverte à tout le monde, mais à tout le monde sans exception, diplômé ou non diplômé. Mais ce que je voulais vous dire aussi, je m'embrouillais un peu, c'est que il ne faut pas être démagogue. Ce n'est pas parce qu'on est énarque que l'on n'est pas un citoyen du savoir transversal. C'est pareil, ce n'est pas parce qu'on est prostitué ou voyou que l'on est un grand écrivain. C'est exactement la même chose.
pas faire de démagogie. Faut pas faire de mauvais esprit. Donc, le savoir transversal est ouvert à tout le monde, aux diplômés, aux non-diplômés, aux jeunes, aux personnes plus âgées, aux femmes, aux adolescents. L'univers transversal, le savoir transversal est ouvert à tout le monde. Et alors, pour vous faire une image, je veux dire que toutes et tous ici, vous êtes porteurs d'une voie lactée. Et dans cette voie lactée, il y a des petites étoiles qui ne sont peut-être pas encore allumées en vous, mais qui vibrent à l'état potentiel. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de haut diplôme, votre voie lactée peut être éminemment riche. Et chaque petite histoire que je vous raconte, que je vous ai racontée, représente une petite étoile dans cette voie lactée. Nous ne sommes plus dans un monde hiérarchisé, nous ne sommes plus du tout dans un monde codifié. Nous sommes dans un monde autre, nous sommes dans une autre galaxie. Et ce que j'aimerais beaucoup, c'est vous inviter avec moi à faire vos premiers pas vers ce savoir transversal et à vous faire les messagers du savoir transversal. Le savoir, tout le monde connaît, mais le savoir transversal, pas. Et surtout, ce que l'on ne connaît pas, et ce que l'on ne pas, c'est qu'un enfant qui joue de l'harmonica, qui joue très bien de l'harmonica, eh bien voilà, il a une petite étoile dans la voie lactée. Et s'il joue aux échecs en plus, il a une deuxième petite étoile dans la voie lactée. Je veux dire, tout ce qui n'est pas mesurable, tout ce qui n'est pas codifié, appartient au savoir de cette voie lactée qui est la voie transversale. Alors, ce que j'aimerais beaucoup maintenant, j'ai tenté de vous faire passer quelques messages. J'ai tenté de vous expliquer ce qui pour moi était le savoir transversal. Ah, je vais vous en raconter une dernière. Voilà, le savoir transversal. Mais une petite dernière. On parlait tout à l'heure, Michel et Jean-Charles vous ont parlé d'un livre que j'avais écrit sur le cimetière du Père-Lachaise. Effectivement, il est préférable d'être vivant dans un cimetière que mort dans un hôpital. Personne là ne peut contredire. Au cimetière du Père-Lachaise, d'ailleurs, j'ai fait sur le plan médical un certain nombre de causeries et dans des revues médicales, j'ai écrit un certain nombre d'articles sur nombre de médecins, de chirurgiens qui reposent au cimetière du Père-Lachaise, notamment Larrey, père et fils, Dupuytren, Gall, le père de la phrénologie, Hahnemann de l'homéopathie, Cuneo, Dégérine, Bichat, Tenon, qui repose au cimetière du Père-Lachaise.
j'ai eu fait dans la revue Esculape, qui n'existe plus maintenant, des numéros spéciaux sur le Père-Lachaise médical. Alors, je vais vous raconter une histoire sur le cimetière du Père-Lachaise. D'abord, le Père-Lachaise, et là, nous allons réintégrer la colonne verticale. Le révérend Père-Lachaise était le confesseur de Louis XIV. Et le révérend Père-Lachaise avait sa maison dans cette folie que représentait l'espace du Père-Lachaise, où d'ailleurs il y a autour la rue de la Folie Regnault, la rue de la Folie Méricourt. Et le révérend Père-Lachaise était donc le confesseur du roi, et c'était en même temps le directeur ecclésiastique des affaires du pays. Mais, ce que vous ne savez peut-être pas, et j'ai tous les documents et toutes les preuves, parce que je suis un farfouilleur, absolument impossible, pathologiquement farfouilleur. J'ai débusqué des correspondances édifiantes. Le révérend Père-Lachaise était le tasse-fesses du roi. C'est-à-dire qu'entre guillemets, il essayait les soupirantes du roi. Il est confessé à bout portant. Et ça, on le sait beaucoup moins. Mademoiselle Delorme, je ne vais pas vous donner les noms de toutes les villégiatrices de sa couche, mais le révérend Père-Lachaise était un sacré confesseur. Alors, évidemment, la première partie de ce que je vous ai dit appartient au savoir vertical. Et là, ce petit détail de l'histoire, l'une d'elles d'ailleurs, lui a transmis une maladie vénitienne. Parce que ça gondole. Et, cet aspect des choses, sur le révérend Père-Lachaise, on ne le connaît pas. Mais c'était un homme d'une culture immense. C'était un grand prélat. Et ce que je vous dis, il n'est pas du tout un jugement, loin de là. Elle n'est pas vexatoire, mais c'est un petit détail de l'histoire qu'il faut savoir. Et là, encore une fois, un adolescent qui prépare le bac peut savoir ce que je vous raconte, et un énarque peut l'ignorer également. Vous voyez, nous sommes dans le savoir transversal. Et c'est ce savoir transversal que j'aimerais vous donner à partager, vous donner à cultiver. C'est un peu comme si je venais parmi vous avec des petites graines en vous disant allez planter ces petites graines et de vous-même, vous allez découvrir des cas où le savoir transversal devient plus important que le savoir tout court. Écoutez, sur ce sujet, je me suis peut-être trop exprimé. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes chacun et chacune porteurs d'une voie lactée. Et c'est la juxtaposition de toutes ces voies lactées
côté où il y a des astres avec des magnitudes différentes qui éclairent le monde et qui éclairent le chemin des marcheurs que nous sommes. C'est la lumière des autres, comme celle que vous pouvez apporter, qui ne peut que contribuer à illuminer le chemin sur lequel nous nous trouvons. Voilà. Eh bien, écoutez, chers amis, je n'en dirai pas plus, mais j'attends vos questions s'il y en a. Merci. Est-ce que vous considérez que le savoir transversal est complémentaire du savoir vertical ou est-ce qu'il est plus fondamental, plus essentiel? C'est ça qui n'est pas totalement clair dans votre exposé. Et j'aimerais bien que vous me répondiez. Je suis heureux d'avoir jonglé à la fois et avec la lumière et avec l'ombre. Bon. Non, il n'y a aucune incompatibilité dans mon esprit entre le savoir transversal et le savoir vertical. Disons que le savoir vertical, c'est le savoir à la portée de tous, que l'on peut acquérir au fil de ses connaissances, de sa progression, de sa culture, entre guillemets, parce que sur ce mot, il y aurait beaucoup de choses à dire et à redire d'ailleurs. Mais alors que le savoir, disons que le savoir vertical ne touche pas tout le monde parce que nous appartenons à des strates différentes. Dans nos cultures, dans nos avoirs, dans nos pouvoirs. Alors que le savoir transversal est un savoir qui est à la portée de quiconque. Quiconque peut-être peut avoir une voie lactée éminemment riche, très illuminée, alors qu'une personne encore une fois, qui est hautement diplômé, qui a de lourdes responsabilités, dans quelque domaine que ce soit, peut très bien être dépourvu d'étoiles dans sa voie lactée. Voilà. Les deux savoirs dont vous parlez peuvent être parfaitement compatibles, me semble-t-il, avec le tir à l'arc japonais. Ah, tout à fait, bravo, j'adore l'image. Pourquoi? Parce que dans le tir à l'arc japonais, il y a deux choses. Il y a d'abord celui qui atteint la cible. Et celui qui atteint la cible au centre, verticalement, il a réussi, il a passé les différents examens, les différentes étapes, il est arrivé donc au sommet. Il ne peut pas faire mieux que de tirer au centre. Mais dans la philosophie japonaise zen, c'est pas du tout ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'il fera le lendemain. Et si il fait quelque chose le lendemain, ça n'est pas important non plus. Car ce qu'il va faire le jour d'après sera peut-être aussi bien ou peu importe, mais il fera quelque chose de différent. Et donc en définitive, jamais, avec ce tir à l'arc japonais, jamais vous n'arrivez à la fin, si je puis dire, de votre journée. Sauf à la dernière journée où effectivement c'est la fin de la fin. C'est pour ça que je trouve que cette notion à la fois de l'atteinte de la cible, qui est vraiment le sommet de ce que l'on peut, des différentes étapes qu'on a passées en apprenant à tirer à l'arc, est totalement compatible avec le fait qu'on n'est jamais satisfait de ce que l'on fait le jour même. Voilà, c'était une petite remarque. Alors je te remercie. Ça s'inscrit tout à fait dans le discours.
tout à fait. Dans ce que j'appelle le savoir transversal, tu viens d'en donner un exemple, un autre, il y en a de multiples. Chacun a une petite pépite en soi, chacun une petite étoile. Voilà, en dehors du bistouri, en dehors de tes livres, en dehors de ton savoir, de tes spécialités, tu as des petites étoiles comme ça, j'avais remarqué, et donc celle-là en est une. Bon, voilà, alors, oui, oui. Au fond, vous faites ou tu fais la réhabilitation du cancre. C'est le cancre. Je crois qu'il y a un poème de Jacques Prévert qui réhabilite le cancre. Il dit non avec la tête, il dit oui avec le cœur. Et il sait des foules de choses qui ne sont pas reconnues par l'institution scolaire. C'est un peu les petites étoiles dont tu parles, je pense. Alors, tu as raison, je dirais de la même façon que lorsque l'on parle des fous, c'est un terme générique lorsque l'on parle des fous. Comme disait Esquirol et Pinel, il n'y a pas de fous, il n'y a que des malades. Bon. Et pour te renvoyer l'ascenseur, je dirais que les fous ont tout perdu sauf la raison. Voilà. Alors, bien, oui, c'est d'actualité. Oui, Alors, puisque vous abordez le problème des fous, je vais me faire taper dessus. Les fous sont traités par les psychiatres, les traitements psychiatriques. Ça, c'est la position verticale. La verticale, les psychiatres en donnent trois produits qui rendent les gens complètement anéantis, qui les transforment en zombies. Mais c'est dans la situation verticale, tout le monde l'admet, personne ne veut en démordre. Or, mon expérience personnelle, j'avais 40 ans d'expérience personnelle, j'ai l'expérience clinique, j'ai pu comprendre que la folie, effectivement, comme je dis, ça n'existe pas, il n'existe que des désordres biologiques. Tout ça, ce sont des désordres biologiques, et ces désordres biologiques sont dus à la carence en magnésium. Le magnésium est une des briques de construction de l'organisme, et quand il manque, évidemment, le rôle de catalyseur, quand il manque dans l'organisme, plus rien ne marche, aucune réaction ne peut se faire, etc. Ce qui fait que les gens sont complètement désaxés, ne peuvent plus réagir. Les violences, on leur demande on les met en prison, on leur met des bracelets, on leur fait un peu de psychologie, ils ne peuvent pas parce que biologiquement, leur organisme n'a plus les moyens, comme une voiture qui n'a plus d'essence. Elle ne peut pas avancer. Si vous la mettez en haut d'une côte, elle va descendre, elle n'a plus de frein moteur, elle va se lâcher, elle va laisser craquer. Et ça, je pense que c'est la pensée transversale. Oui, alors. Parce que ça, c'est impossible à faire admettre. Je me bats pour le faire admettre. Là-dessus, j'ai très bien connu un homme que vous avez dû connaître, rencontrer, moi, qui était Gaston Ferdière. Gaston Ferdière, qui était le médecin d'Antonin Artaud et qui a pratiqué en 1947 à Rodez les électrochocs sur, c'est terrible, sur Artaud. C'était la thérapie de l'époque. Mais Ferdière faisait autre chose. Alors, j'ouvre des parenthèses pour les refermer, pour reprendre le fil de ce que je vous disais. Effectivement, les carences magnésiques et les carences calciques sont à la base de grands désordres, mais pas uniquement sur le plan mental. Je referme la parenthèse. Bon. Voilà. Antonin Artaud était donc devenu un ami de Ferdière, que Ferdière écrivait de la poésie également. Et ce qu'il avait
indépendamment des électrochocs. C'était redoutable, mais c'était la thérapie de l'époque. Hein. Indépendamment de ça, il leur donnait des crayons de couleur et des papiers. Comme exutoire, comme émonctoire, pour se libérer, pour exprimer le surplus d'hypersensibilité et d'insupportables réactions face au monde qui les entourait. Voilà. Les dessins de malades. Oui. Donc, justement, encouragé par qui? Encouragé par l'ami qui est parti il y a longtemps, Gaston Ferrière. Voilà. Je ne pensais pas qu'on allait en arriver à parler médecine, médecine mentale, mais en fait, je reviens là-dessus, effectivement, comme disait Esquirol, Épinel, il n'y a pas de film, il y a du malade. C'est des désordres biologiques, ce sont que des désordres biologiques. Quand on remet, moi j'ai fait quantité d'exemples, quand on recharge en magnésium des gens, c'est spectaculaire. Ils reprennent une vie normale. Tout à fait. Mais ça, c'est impossible. Et les carences magnésiques, sont à la base de certaines pathologies. Oui, on a fait pratiquement toutes les pathologies, tous les troubles du comportement, pratiquement. Oui. Pratiquement tous les troubles du comportement. Voilà, oui. Alors d'abord, moi je vais vous remercier parce que je vous découvre et que vous m'apportez beaucoup. Vous avez planté en moi des graines de transversalité, même si j'en avais déjà, parce que depuis l'enfance, j'ai appris à regarder le ciel autrement avec un père vétérinaire et à la campagne, qui aimait le chant, les étoiles, les plantes et les oiseaux. Oui. Ce qui était extraordinaire, c'est que vous donnez beaucoup de joie, enfin pour moi en tout cas. Bon, bien sûr, il n'y a pas une compatibilité, bien entendu, entre savoir vertical et savoir transversal, mais ce qui est magnifique, c'est que dans la transversalité, tout le monde peut participer. En tout cas, il peut y avoir davantage de connexion. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'infériorité, puisque tout le monde, du plus petit, du bébé jusqu'au plus âgé, etc., peut y participer. Et là, comme vous dites, c'est pas celui qui sait ou celui qui sait pas, c'est que tout le monde sait quelque chose parce qu'il y a l'émotion, il y a l'expérience, il y a la poésie de la vie. Et ça, tout le monde est capable de la voir, qu'elle soit belle ou pas, d'ailleurs, puisque la poésie dit tout. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas. Écoutez, je vous remercie et en cas de procédure, si on m'attaquait pour défendre des idées comme ça, je vous retiens comme avocate. Je vous retiens. J'adore prendre la parole, vous voyez. S'il vous plaît. J'aime en tout cas remercier. Merci. Mais je vous retiens pour défendre un dossier un peu compliqué. Voilà, merci. Merci. Aussi en résumé, c'est un don d'observation et d'esprit critique. Oui. Oui. Voilà. Oui, un don d'observation d'esprit critique, je veux dire, pas la critique pour la critique. Non, mais observer et aller chercher les choses. Oui, l'audace, encore une fois, l'audace et la curiosité font partie intégrante de la culture. L'audace et la curiosité. Bien sûr, il y a les chemins verticaux que nous connaissons, il y a les études, il y a les livres, il y a les diplômes, etc. Mais l'audace et la curiosité, c'est capital. Et puisque vous disiez sur l'histoire tout à l'heure, par rapport au président ukrainien sous directoire, en tout cas Troisième République, ce qui s'est produit, c'est vrai que l'histoire est écrite par souvent les vainqueurs. Alors elle est souvent tronquée, il y a différentes façons de la voir. On peut d'ailleurs s'en apercevoir encore aujourd'hui à la lecture de certaines choses géopolitiques ou autres.
quels que soient les pays quels que soient les endroits du monde. Et donc, continuons à ouvrir l'œil, c'est vrai. La dame aussi, esprit critique, c'est important. Et la chose, vous parliez de loupe tout à l'heure. Regardez avec une loupe les choses. Vous allez regarder en dessous. Ne pas hésiter à fouiller, à aller chercher. Oui, je crois que l'heure avance et une dernière question. Là. Oui, Michel. Et maintenant, puisqu'on est tous initiés, alors, est-ce que le savoir transversal ne se verticalise pas? Ah oui. Mais la contradiction et le paradoxe font partie de la mouvance des choses. Et je te remercie. Je sais que tu es un homme d'humour. Tu es un créateur, un homme d'humour. Et on peut jouer au bilboquet avec les idées. Tu le fais très bien. Voilà. Alors, merci. Oui, je vous en prie, je t'en prie. Pardon. Ah, il faut lire le texte Ton chemin de moi-même, et qui est paru dans le livre de la francophonie. Et là, j'explique tout. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de savoir, c'est comme ça, c'est tout. Tu fais allusion au florilège de la Société des auteurs et poètes de la francophonie. D'accord, merci pour la publicité. Comme il est 7h30, excuse-moi, mais je pense qu'il est très très important pour Michel quand même de pouvoir rentrer à une heure qui est... Non, ça va aller. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de livres. Je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de livres pour tout le monde. Alors, ne traînez pas parce que je crois que dans 5 minutes, il n'y aura plus de livres. Alors, on va peut-être passer aux signatures, Michel. Volontiers. Et puis, nous allons pouvoir nous retrouver. Ensuite, tu vas nous rejoindre parce que là, tu vas être très occupé aux signatures d'abord.